Est-ce que vous connaissez l'acteur préféré de Sangoku? C'est très précis quand même. Ah bah oui. Bah non. Attends, tu vois. Je cherche, mais de toute façon, il y a tellement de. On va pas y passer la nuit, vas-y. Bah, franchement, il l'a dit en plus. C'est Cad Mera. Elle était pas mal celle-là. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour un nouveau numéro de votre podcast préféré qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Et oui, bienvenue. Et avec nous aujourd'hui, jeunesse insouciante, regard naïf et bienheureux. Il n'est pas encore avili par ce monde cruel, et ça me rend envieux. Si Mathieu était un film de Nakache et Toledano, il serait Nos Jours Heureux. Ah, super, j'adore trop bien. Merci. De retour Bonjour parmi à tous. nous. Oui, bah oui. ça C'était y est. bien le train. C'était super le train. Ça fait 15 jours que j'étais dedans. Là, je suis content d'être sorti. Son premier voyage, il est trop content. Je suis sorti de la ville. Et en face de lui, il est entier, et avec lui, les relations sont bien définies. C'est bien de l'avoir à ses côtés, mais pas non plus dans son lit. Si Norbert était un film de Nakache et Toledano, il serait Je préfère qu'on reste amis. Je l'ai pas vu. Ouais, donc C'est je trop saurais tard. pas dire. C'est Ouais, voilà. trop tard, c'est cancel, c'est Depardieu. Ah d'accord. Ok. Bon, bah, aïe, et bah, aïe. bonjour, merci à tous. Et et pour poursuivre, Ah oui. une deuxième émission d'affilée. Elle devient indétrônable. Toujours sur des roulettes, elle a prouvé qu'elle était capable. Si Ève était un film de Nakache et Toledano, elle serait intouchable. Oh, bravo. Aucune blague sur les handicapés en plus. Franchement, Bien joué. C'est déjà J'aurais une pu en femme, prendre une. Ouais, ouais. Bienvenue encore parmi nous. Et ouais. Bonsoir messieurs, ravi de vous voir tous les trois. Ouais, c'est vrai, c'est le retour du trio. Et pour finir, et non des moindres, Allez, qu'est-ce qu'il s'est choisi comme film? toujours prompt à faire reset. Dans l'humour, aucun sujet ou accent ne l'arrête. Si César était un film de Nakache et Toledano, il serait le sens de la fête. Ah, Oh, voilà, bien c'est sûr. le meilleur en plus. Très bon film. Merci. Le meilleur, bienvenue à moi. comment ça le meilleur? Oh, bon, moi, c'est le meilleur de leur film. Alors, Nos Nos jours heureux. Nos jours heureux. Voilà. Oui, c'est c'est d'accord. d'accord, nos jours heureux. Et bah bonjour, bienvenue à tous. En plus, voilà, c'est le retour du trio. En plus, avec, encore une fois, l'agente féminine qui nous revient. Qui nous retourne. Qui nous retourne. Ouais, choisissez le terme qui vous plaira. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, ça y est, on est cancel. Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que tu vas bien, Mathieu. Moi, ça va super. Ça va super. Je suis bien que quand je suis derrière un micro, donc ça va super. T'as besoin de dire des choses. Ouais, voilà, j'ai plein de choses à dire. J'aime bien t'entendre dans mes oreilles. C'est mignon et creepy à la fois. Exactement. Merci. C'est un rapport avec le film qu'on a vu la semaine dernière, ça. Et ben écoutez, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Bon, bah ça s'est passé il y a un peu de temps, mais ça s'est passé entre deux enregistrements d'épisodes, donc on va quand même en parler. Nathalie Baye nous a quittés. En même temps que plusieurs personnes, hein, vraiment, il y a eu une sacrée lampée. On a eu aussi Nadia Fares qui nous a quittés. Nadia Fares, je la connaissais surtout pour Les Rivières Pourpres. Ouais. Je crois que c'est son rôle le plus médiatique. Sur Nathalie Baye, je sais pas si vous avez un rôle. Alors, je tiens juste à dire pour Nathalie Baye, j'étais très déçu. Je sais plus si c'est LovePost ou France Info qui avait dit bye bye Nathalie. J'ai fait, Oui, ouais, c'est vrai que ouais, tu c'est l'avais un peu vu. too much quand même. Ouais, c'est sacrément maladroit, Justement, ça. il y a toujours des titres un peu comme ça. Moi, ça me déplaît pas quand c'est. Mais bon. Tu nous prends au dépourvu. J'ai pas de rôle là qui me. Bah, moi, c'est celui que je pense que beaucoup Allez, de gens. alibi.com. Je viens de voir ça. Je viens de voir qu'il allait jouer dedans. Allez. Oui, c'est un de ses derniers rôles, ouais. Je l'ai pas vu, mais. Oui, moi c'est le rôle que un peu tout le monde retient, mais il y avait le petit lieutenant. Voilà. Ouais. Merde, comment ça s'appelle? Vénus, là, avec le truc qu'elle avait fait. Ah, je sais plus. Vénus Beauté Institut. Ouais, Vénus Boston. C'était sympa, ça. J'ai pas de rôle en particulier moi, mais je l'avais vu dans 99, non 10%. Ouais. Ah elle oui, était, avec elle sa était dans fille. 10% avec sa fille. Avec le Rasmet. Et, Ah ouais, c'était trop bien, ouais. et je l'ai trouvé bien, ouais, toutes les deux. Tout à fait. Tu sais que moi, c'est le moment où j'ai appris que c'était la mère de Laura Smith. Ah ouais? Ah ouais. Je ne savais pas. Heureusement que tu fais pas un podcast sur le cinéma. Ah bah non. Pourtant, toi, tu lis tout le temps les magazines. Oui, mais pour les gens de ma et tout. génération, quoi. D'accord. Et elle a un tout petit rôle dans Arrête-moi si tu peux. C'est la maman de DiCaprio. Oui, c'est pareil, elle a fait un rôle secondaire dans la série Downton Abbey, dans une saison. Ah oui. Ouais, Ok. ouais. Les habits du bas de la ville. Je comprends pas. C'est Downton Abbey. Downton Abbey, ouais, tu Ouais, connais non, pas la mais série c'est ton accent encore une Ah fois. d'accord, ok. Là, c'est pour Emmaüs. Donne ton habit. Donne ton habit. Oh, Ton avis.
À côté, bon bah voilà, ça, beaucoup de gens en ont parlé. Marvel a licencié 90% de son équipe des effets visuels. Ah bon? Ah ouais, je sais pas si vous avez vu ça, ouais, parce non. que en gros, puisqu'ils réduisent la production cinématographique et télévisuelle, après ils la réduisent de 15%. Il n'y aurait pas un nouvel outil très pratique qui est. Ah, c'est pour ça. Aussi D'accord. ça, ouais. Ils veulent s'en servir pleinement et donc ouais, ils ont licencié une bonne partie de leur équipe, dont le chef du département, qui comme était là depuis 15 ans et avait bossé sur 40 films, un truc comme ça. Et un truc très drôle, très drôle, un peu cynique, c'est qu'il a dit sur le Twitter que lorsqu'il était venu pour obtenir sa lettre de démission, enfin bref, derrière lui t'avais que des illustrations qu'il avait en partie dessinées et les mecs étaient en train de lui dire non mais je crois qu'on a plus trop besoin de toi, alors que derrière il y avait tout son travail qui un mur entier. Ouais voilà, lui était là en mode, j'ai pas eu. Je vais partir avec ça, je vais partir avec ça. Non, mais c'est terrible. donc ouais, pas foufou. Merci Disney. Mais on va continuer de parler de Disney parce que on avait dit la semaine dernière, le dernier numéro, que en fait il y allait y avoir une guerre à la fin de l'année entre Dune, donc porté par la Warner, et Avengers Doomsday porté par Disney, et les deux voulaient se faire en IMAX, les deux voulaient diffuser en IMAX, mais comme vous le savez, Dune a pris toutes les salles IMAX, sachant que les salles IMAX, on a je crois 17 dans le monde, ils les ont toutes prises, et vu qu'ils voulaient sortir au même moment, ils sont d'abord allés voir les salles IMAX en disant est-ce qu'on peut avoir un créneau, un truc? La IMAX a dit non, et ils ont dit vous savez ce qu'on va faire, et nous aussi on va développer notre IMAX, nous aussi on va faire un truc. Et donc, ils ont posé leur label qui s'appelle le Infinity Vision. Sauf que quand tu regardes dans le détail, alors bon, pour l'instant, ils ont fait une annonce à la Comic-Con, hein, ça appelle à être clarifié et être spécifié. Mais pour l'instant, les toutes petites spécificités qui sont données, c'est des trucs tellement grands que il y a déjà 3000 salles dans le monde qui le font, quoi. Parce qu'ils disent, en gros, les caractéristiques de la Infinity Vision. On va faire du HD. C'est un truc de dingue. Franchement, on n'en est pas loin. Hein. Ouais. Parce qu'ils disent, il faut un écran de cinéma de 15 mètres de large minimum. Tu fais, ouais, alors ça devrait aller. Hein. Il y a quand même beaucoup de salles qui le font. Une projection numérique laser. Oui, encore une fois, ça devrait aller. Et un son immersif. Alors, ils ont dit ça, mais en fait, dans les spécificités, du Atmos, quoi. Ce qu'ils appellent même pas. Ils disent du Dolby 7.1 au minimum. Ah oui, 7.1, oui, c'est pas. Oui, bon, encore une fois, je crois que c'est la norme depuis presque 15 ans. Ça devrait... ils ont inventé la HD, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais effectivement, on doit avoir quelques salles par-ci par-là qui ne le sont pas, mais tant dire, la plupart des salles en France le sont. Donc, en fait, je pense qu'ils vont poser un label pour se dire, on a posé un label, mais avec des conditions tellement larges que. Oui, mais du coup, il n'y a pas de salle qui serait spécialisée dans ce truc-là, en fait. C'est juste histoire de dire qu'ils font. Parce que si ce label n'existait pas, ils diffuseraient dans la même qualité, non? Je sais pas, en fait, pour l'instant, c'est un effet d'annonce. Comme je te dis, après, peut-être que c'est annonce. Ils vont faire construire des salles d'ici la fin de l'année. Non, bah, ça peut être un truc commercial. Même les cinémas qui sont déjà équipés ils pourront se targuer de mettre un label. C'est un label. Ils l'auraient diffusé dans la même qualité, même sans ce label. Ils l'auraient diffusé dans la même qualité, sans ce même label. Et du coup, ils diront, quand même, si tu as 5 balles sur la place. Un qui a le label et l'autre qui l'a pas, bah, peut-être que ça va attirer 5% de public en plus parce que ici, on est en Infinity Vision et les gens vont waouh! Tu penses que les gens ils vont réfléchir comme ça, ils vont dire ils ont le label. Non, mais très peu, une infime partie. Mais peut-être moi je vois marqué IMAX, j'y vais donc. Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de ça, qui ont peur que les salles qui se font poser un label Infinity Vision l'utilisent pour faire augmenter le prix des places. Alors, parce qu'il y a des lois pour ça, mais aux États-Unis peut-être que oui, quoi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi serais-tu en train de supputer que les Américains sont un petit peu capitalistes? Surtout utilisent des labels foireux parce que comme les caractéristiques que je viens de citer, globalement, je pense que 75% des salles en France et peut-être dans le monde y rentrent, mais juste pour poser un label pour dire voyez, nous on a le label, donc on peut mettre les choses plus cher. Je vous parlais de l'IA la semaine dernière et là j'ai 2 articles qui sont en rapport avec ça. Enfin, je parle de l'IA à chaque épisode maintenant, mais je parlais la dernière fois de Val Kilmer, qui va jouer dans le prochain film. Il est décédé, mais il va jouer par IA. Donc se pose une question. En tout cas, une question a été posée aux Oscars. Si Val Kilmer joue par IA et tout, est-ce qu'il peut prétendre par IA? J'ai mis un temps pour capter. J'ai compris là où tu voulais en venir. Un Oscar ou un truc comme ça. Est-ce qu'il pourrait prétendre à l'Oscar du meilleur acteur? Est-ce que c'est le programmateur qui a codé l'IA? Est-ce que c'est l'intégrateur qui a intégré l'IA visuelle? Est-ce que c'est le Dirfot? Est-ce que c'est ça c'est une question super intéressante. Ouais, et en gros, eux, les Oscars ont répondu, faut qu'on regarde, mais pour l'instant, dans nos conditions, il y a rien qui interdit ça, quoi. Il y a d'autres qui, par contre, se sont jetés dessus. Par exemple, la SAG-AFTRA, eux, ils ont été plus catégoriques parce qu'ils ont dit une performance entièrement générée par IA est tout simplement inéligible. Mais par exemple, les Golden Globes et tout, ils n'ont pas encore trop fixé leur règle. On commence à toucher à des trucs intéressants. Ouais. Techniquement, Patrick Sébastien pourrait être un super acteur de film dramatique grâce à l'IA. Mais je crois qu'il est dans le prochain Avengers. Tu peux prendre un très mauvais acteur et le rendre super bon, quoi. Mais après, moi, je trouve que ça serait... Enfin, tu prêtes tes traits, c'est sûr que t'as pas le jeu. Je sais pas s'ils arrivent à coder le jeu de l'acteur ou s'il implémente. Il peut avoir l'Oscar des meilleurs effets spéciaux.
vu que c'est un effet spécial. Ça m'irait, tu vois, par exemple. Mais je trouve ça toujours un peu dégueulasse, mais ça m'irait mieux, quoi. Non, c'est quand même une performance. Surtout, c'est qui va chercher la statuette? Est-ce que c'est un ordinateur qui arrive, l'algorithme qui se déplace? Les petits robots serveurs dans les restaurants avec un plateau. Oscar. Ou alors tu poses le bourgeon jusqu'au bout et tu mets un petit robot comme ça, mais avec la tête de Val Kilmer et même son speech, il est généré par IA et tout. Ah ouais, non, mais là tu vas jusqu'au bout. Hein, tu vois, et vous seriez pour la création d'une catégorie IA dans le cinéma? Non. Moi, ça me dérange pas intrinsèquement. Ça dépend ce que tu fais. C'est dur de dire IA parce que c'est tellement partout dans les effets spéciaux. Moi je pense l'IA générative, tu vois. Je pense pas les algorithmes, tu vois. Oui, mais c'est comme si tu faisais un Oscar du meilleur système d'exploitation utilisé pour monter le film, quoi. Enfin, tu vois, c'est un outil. Alors, plutôt première ou plutôt. Si demain, t'as 10, 15, 20, 50 acteurs, actrices qui sont générés par IA et qui n'existent pas du tout, qui sont créés de rien, comme il dit Eve, est-ce qu'on pourrait les mettre dans une catégorie, quoi? Est-ce que tu récompenses le programmateur? Est-ce que tu récompenses ça, c'est à définir, mais moi, ça me bloque pas. Je trouve ça intéressant de se poser la question. Non, mais comme tu récompenses le prompt ou tu récompenses le résultat, quoi. C'est étonnant, pourquoi pas? Mais c'est vrai que tu te demandes ce que tu récompenses, ouais. Et à côté, on a aussi le réalisateur Doug Liman qui lui a totalement embrassé l'IA parce qu'il vient de tourner un film. Beaucoup avec l'intelligence artificielle parce qu'ils ont tourné en fait dans un immense hangar et tout, le décor va être généré par IA. Voilà. Donc ils ont mis une petite ligne de communication qui m'a bien fait rire. Ils ont dit le film en tout temps aurait coûté 300 millions et là on en a coûté que 70. J'ai envie de dire que comme vous avez fait aucun devinez rien, ce chiffre il sort d'où? Mais pour le coup avec des vrais acteurs. Oui, c'est avec des vrais acteurs, c'est juste un peu sur fond vert et ils savent pas vraiment ce qu'ils vont mettre derrière, ils choisiront plus tard. Donc en fait Marvel le faisait déjà presque. Mais t'as économisé 10 menuisiers, 10 peintres, 10 accessoiristes, des costumiers, tout ça. Donc oui, ça coûte beaucoup moins cher, mais t'as pas fait vivre 300 personnes avec ton film, quoi. Le film va pas être présenté à Cannes, mais en fait ils vont venir chercher des investissements à Cannes et voir s'ils peuvent le distribuer, enfin chercher des distributeurs et tout. Donc mais très bientôt, on va voir des productions qui ne vont être que de l'IA. Le réalisateur, ce sera un agent IA. Tous les décors seront faits par IA. T'auras même pas besoin d'un réalisateur. Un mec derrière un ordinateur. Comme comment ça s'appelle là, les bananes à fruits, là, je sais plus quoi. Qui sur Instagram, TikTok, là. Ouais, ils font un film de ça. L'île de la tente à fruits, là. Ça c'est affreux. Ça me débecte. Après, de toute façon, il y a toujours. Faudra faire du ménage un jour, mais on voit ce qu'on arrive à faire avec, et oui, ça. Moi, je dis, c'est la nouvelle génération, il faudrait toutes les cramer. Ok, d'accord. C'est largement nuancé, ça fait plaisir. Mathieu, franchement, t'es limite. Avec des réflexions comme ça en 40. Franchement, à quelques mois après, Mathieu, t'es plus là. Et on va terminer sur le Festival de Cannes qui va se dérouler dans quelques semaines. Je sais pas si vous avez vu la petite com qu'il y a derrière. Moi, elle m'a un peu fait rire parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années que le Festival de Cannes est un peu dénoncé pour le sexisme un peu qui se déroule. Il y a quand même très très peu de films à chaque fois de réalisatrices qui sont nommées. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils essaient de redorer leur image, de se redonner une petite légitimité parce que, je sais pas si vous avez vu un peu la sélection. Il y a 22 films sélectionnés. Sur les 22 films sélectionnés, il y a 5 films qui sont réalisés par des femmes. Et donc déjà, on a eu le gars, je sais plus son nom, mais je pense qu'on a tous sa tête, qui a, pendant la présentation a dit, alors là quand même, on peut dire que c'est une sélection un peu féministe. Le président Thierry Frémont, tu veux dire? Ouais, voilà, il y a Thierry Frémont qui a dit, on peut dire que c'est une sélection féministe. Tu fais, gars, il y a 5 films sur 22. Mollo quand même, tu vois, son truc. Puis en général, t'as pas besoin de le dire quand ça se voit. Oui, je sais pas, t'aurais fait une majorité ou ne serait-ce qu'un chiffre égal, tu vois. Là, il y a 5 sur 22, c'est même pas, je crois, ça fait à peu près 28-29% du truc, donc calmos, tu vois. Et le pire, c'est que derrière, ils ont mis l'affiche du Festival de Cannes de cette année, c'est une affiche revisitée de Thelma et Louise. Pour un peu se relancer sur. Vous avez vu, on peut dire que c'est une édition un peu féministe. Ils font des efforts. Oui, il faut souligner les efforts. C'est pas du jour au lendemain que t'as autant de nanas dans le cinéma que de mecs, quoi. Comme ça faisait 25 ans qu'on demande un peu l'égalité des sexes. Ouais, ou tout comme ça. Oui. Mais bon. Je regroupe un peu toutes tes actualités. On va parler un petit peu d'IA, on va parler un petit peu des femmes qui ont de la belle répartie. Et je prends pour preuve Charlize Theron. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui, j'ai vu ça. Oui. Parce que donc Timothée Chalamet, notre grand acteur stéphanois, qui avait critiqué un petit peu les ballets, les danseurs pour dire ça c'est un art un petit peu désuet, plus personne va voir les ballets, tout ça, c'est mourant, ça sert plus à rien, tout ça. Et du coup Charlize Theron lui a répondu que c'était très inconsidéré de sa part de commenter deux formes d'art qui ont au contraire besoin d'être soutenues. Oui, elle traverse une mauvaise passe, mais dans 10 ans, l'intelligence artificielle pourra faire le travail de Timothée Chalamet alors qu'elle ne pourra jamais remplacer quelqu'un qui danse sur les planches.
bam, ça, Timothée, c'est dans ta gueule. Je demande à voir, on a des robots Tesla quand même. Non, mais ce qui est marrant, c'est que le mec a pas réfléchi 5 secondes. Oui. Déjà, au fait que sa grand-mère, apparemment, a fait du ballet toute sa carrière. Enfin, tu vois, c'est. Mais je pense après, on a pour l'excuser, un peu monté le truc en épingle aussi. Je pense pour excuser, le mec, il était en surmédiatisation pour son Oscar. Il a fait des milliers d'heures d'interviews en tout genre. À un moment, forcément, tu dis une connerie. Moi, alors. Ouais, mais il y a conneries. Là, quand même, niveau conneries, on est bien placé. Tous les podcasts qu'on a fait, je pense que tu peux peut-être extraire 10 secondes où je dis une connerie. Ça peut arriver. 10 dernières minutes même. Effectivement, c'est peut-être le cas que j'ai déjà extrait beaucoup de tes hot takes et que j'ai gardé au fond d'un dossier au cas où, tu vois. Oui, hein, pour les fans en DM, on peut vous envoyer les scènes coupées. Attention. Ouais, sûrement pas. Bah voilà, je crois que sinon, on a fait le tour de mes actus. Bah super. Et bah écoutez, sur ce, je vous propose qu'on passe au film. C'est quoi? C'est le film du jour. C'est le film du jour. C'est le film du jour. Oh, tu le fais de mieux en mieux avec ta petite voix. T'essayes de faire un truc un peu différent à chaque fois. Malheureusement, ça se ressemble beaucoup tout le temps. Ah bah là oui, non. J'étais pris au dépourvu. Ouais, comme d'habitude. On va essayer dans les aigus la prochaine fois. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du film Just an Illusion, ou juste une illusion, comme disent les francs-comtois. Le nouveau film de Nakash et Toledano, les réalisateurs de Intouchable, Nos Jours Heureux, Samba, Le Sens de la Fête. Voilà quoi, une longue filmographie derrière eux. Et ce film va donc s'axer dans les années 80, plus précisément l'année 1985, qui va nous raconter, c'est un peu un film choral, qui va nous raconter l'histoire d'une famille juive, voilà encore. Le jeune, on va surtout s'axer autour du jeune Vincent, mais on va aussi parler de le père qui est nouvellement au chômage. Parler de le père. Le père. Ah, j'ai dit ça, on va parler du père qui est nouvellement au chômage. Pourquoi c'est lui qui piche les films à chaque fois? Parce que à chaque fois, c'est celui qui parle le moins bien. C'est clair. Va aussi s'axer autour du père qui est nouvellement au chômage, autour de la mère qui tente, une secrétaire qui tente une formation dans l'informatique pour peut-être développer et pour pouvoir se barrer et avoir sa propre carrière. Voilà. Si quelqu'un a compris quelque chose, là, c'est un miracle. Hein. Ouais. C'est un peu résumé. C'est une fresque sociale sur la vie de banlieusards dans les années 80 en France. Voilà. Non, c'est vrai que le film se lance un peu sur le fait que le jeune fils, donc Vincent, pour son exposé, va commencer à côtoyer la fille dont il est amoureux. Tout à fait. Bon, on va commencer par toi, Mathieu, vu que tu étais de retour. Dis-nous. Neurojeune. Ce que tu as qu'est-ce que t'as pensé du film, là? Juste une illusion. Mais calmez-vous. J'ai pas détesté. J'ai pas passé un mauvais moment. Donc, je suis arrivé dans cette salle de cinéma et j'ai eu un petit peu du mal avec le début. Je me suis dit, et en fait, plus ça avançait et plus c'était cool et j'ai fini par passer un moment très très cool. Vraiment, c'était, à la fin, j'ai dit, mais c'est trop chouette. Les acteurs sont super. Les décors sont pas mal. L'histoire est cool. Super chouette. Très très cool. D'accord. Ève? Eh ben, moi, j'ai bien aimé cette comédie intergénérationnelle. Je trouve qu'elle est à la hauteur de ses ambitions. C'est un divertissement léger. En même temps, c'est chouette parce que ça nous fait revivre des émotions qu'on a pu vivre dans notre jeunesse, mais aussi avec le point de vue des parents qui est assez sympa, je trouve. Et j'ai trouvé que le voyage dans le temps était réussi sans en faire trop. On est assez bien projeté dans cette décennie-là et j'ai trouvé ça très drôle. Moi, ça m'a fait rire. Vraiment, j'ai ri au cinéma, donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait. César, qu'as-tu pensé de... Pardon. Et puis toi, en plus, qui lâche des protagonistes. C'est ça. Moi, j'allais dire, mais peut-être mais c'est notre enfance, les gars. C'est trop bien. C'est génial. Les années 80, mais revival. Ouais, franchement, non, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que Nakash et Toledano, ils sont vraiment très forts. C'est des vrais réalisateurs. C'est de la vraie mise en scène. Il y a 2-3 critiques à faire dessus, mais je trouve que c'est un beau film. C'est nostalgique. C'est bien joué. Il y a une belle musique. Il y a un beau rythme. On rigole. On est avec une légèreté où on arrive à parler de plein de sujets très forts de société, que ce soit le racisme, sur le féminisme, sur la place de la femme, des enfants, des étrangers. Et c'est beau, c'est peut-être un petit peu trop tout mignon. Ça manque un petit peu de vrais contrastes dramatiques. Mais exactement ce que je veux dire. C'est un blanc qui dit ça aussi. Mais ça fait du bien aussi, c'est du feel good. Et il n'y a pas que de la merde dans la vie, il y a aussi de l'entraide, il y a aussi des beaux moments. Et franchement, si vous voulez vous faire du bien, si vous voulez décompresser en passant du bon moment sans être dans une utopie de fou, c'est du bon moment, c'est du bon feel good. Allez-y, c'est beau, c'est Nos Jours Heureux, tout ça.
Bon, bah, il reste plus que moi. Hein. T'as pas aimé, merde. Non, mais moi, en fait, je suis un peu embêté par ce film parce que j'ai pas grand chose à lui reprocher, je veux dire, objectivement. C'est juste que c'est l'histoire qui m'a pas vraiment intéressé. J'ai l'impression d'avoir vu ça 400 fois, mais c'est pas vraiment un truc que je peux reprocher au film. Mais ouais, l'histoire m'a pas tant captivé que ça. Même si en y réfléchissant, tu vois, j'y trouve plein de qualités et plein de trucs sur lesquels je reviens, mais qui sont un peu du détail. Mais globalement, voilà, c'est un film bon, mais qui, moi, m'a pas vraiment touché, quoi. Bah, j'étais de cet avis-là jusqu'à une scène qui arrive à la fin du premier tiers du film, et à partir de là, je trouve que ça devient trop bien. Ils savent faire les deux loustiques sur les scènes un peu émotives et tout, et je trouve que voilà, effectivement, il y a des moments où on tombe un peu dans le pathos, on tombe un peu dans le truc un peu, on va dire simple, mais jamais vraiment trop gratuit. Donc, et puis il y a des scènes, moi, qui ont réussi à me choper un peu, où je me suis dit, ah là, c'est une belle scène, c'est un T'as foutu les poils? Ah, j'ai les poils. Et même des personnages, il y a plein de personnages, je dis, ok, alors lui c'est le méchant, alors lui c'est le gros beau raciste, alors lui c'est le grand frère méchant, et en fait, ils arrivent toujours à tirer de l'empathie, à tirer arrêter de juger les gens trop vite, même sous ces faux airs de beaufs, de cons, de rebelles, de désintéressés. Le père aussi, un très bon exemple pour ça. Le père, il est puant dans certaines manières dont il se comporte avec sa femme, et en même temps, il y a quand même un petit peu d'amour. On va pas aller jusqu'à la fin, mais sur les scènes finales, tu t'aperçois que il aime vraiment sa femme. Et c'est ça qui est beau. Je trouve qu'ils arrivent à jouer toujours avec ce côté-là. Genre, on te fait croire à ces grands méchants, ces grands nœuds dramatiques qui peuvent arriver. Et en fait, ils arrivent pas. Et en fait, non, tout est bien. Et on est juste sur du ressenti. Et les pétages de plomb de certains personnages, eh ben, ils peuvent aussi s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et je trouve que c'est juste, c'est assez précis dans la description. Et ça fait du bien. Parce que quand je parlais de l'histoire, tu vois, effectivement, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de films des années 80-90 qui s'intéressent à la cause sociale, et les films où des cadres, des anciens cadres, donc on a un peu ce truc-là dans le film de nous montrer que être cadre, c'est pas une finalité, c'est pas parce que t'es cadre qu'il va rien t'arriver dans la vie, mais ce truc de personnage qui va se retrouver à faire croire qu'il va au travail, en tout cas pour ses enfants, et avant de revenir. Bon, c'est pareil, je pense que tu vois là où je veux en venir, c'est qu'on a vu ça énormément de fois. Ouais. Donc, pareil, le coup de la femme qui tente une percée avec une formation d'informatique que nous, en plus, en tant que spectateurs, on sait que c'est ce qu'il faut faire, on sait que ça va la bouler. Je trouvais ça sympa, mais bon, j'ai l'impression d'avoir vu ça un paquet de fois. C'est bien amené. Non, mais c'est bien fait, c'est pour ça que, bon, c'est moi qui ai vu beaucoup de ce genre de films, quoi. Et dans beaucoup de films, tu vas mettre un antagoniste, tu vas mettre un mec qui va incarner ce capitalisme, ce rouleau compresseur qui a mis tout le monde au chômage. Là, t'en as pas. Tu vas incarner aussi le pétage de plomb de cette personne qui comprend plus l'époque dans laquelle il vit. Et là, oui, il y a la souffrance du personnage, mais au final, il arrive à vivre par le tout et arrive à être heureux même dans son malheur. Et il y a plein de choses comme ça qui fait dire que, en fait, on est humain, on arrive à vivre coûte que coûte, et on sent un petit peu l'autobiographie de ou des deux réalisateurs. Mais je trouve que c'est ça qui est beau, et c'est un vrai témoignage. Peut-être, c'est la seule petite nuance que je pourrais mettre un peu critique, c'est peut-être un peu trop édulcoré, sans doute, au vu de certains qui ont peut-être des vies qui sont beaucoup plus impactées par ces problématiques qui sont exposées dans le film. Mais je trouve que, mais ça fait bien. Et malgré tout, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été heureux dans ces années, même s'il y avait beaucoup d'oppression et beaucoup de choses. Et ça, ils l'ont super bien retransmis, et bravo, quoi. Oui, ils arrivent quand même à faire le tour du sujet en disant il était là, sans aller dedans pour que tout le monde soit feel good quand même, quoi. Donc c'est assez fort, ouais. Ouais, parce que des fois ils font référence à des trucs où, de toute façon, je pense qu'ils savent à qui ils s'adressent. Je pense que la majorité des gens qui vont aller voir ce film, c'est des gens qui soit ont connu cette époque, soit connaissent un tout petit peu. Je pense pas que des jeunes, des tout jeunes, des ados vont aller voir ce film. En tout cas, je pense que c'est la cible principale. Par exemple, ils font référence à Touche pas à mon pote, mais tu vois, très simplement en montrant le symbole de la main, mais ils parlent pas du truc. Alors ça, c'est un ils truc expliquent pas le contexte. Ouais, voilà, ça c'est un truc qu'on pourrait leur reprocher, mais bon, je pense que des fois, il faut mieux rester un peu à côté du sujet plutôt que d'y rentrer et de l'expliquer mal, parce que par exemple, sur leur film d'avant, je crois que c'est leur film d'avant, Une année difficile, où vous avez tenté de parler des écolos, ils en parlaient extrêmement mal. Là, je trouve que si... Ça, moi, c'est un petit truc où j'ai eu un tout petit peu de mal, c'est que je sens qu'ils ont envie de mettre tout ce qu'ils ont connu dans ces années 80 et tout. Et des fois, c'est presque trop de références à la fois. Bizarrement, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est visuellement. En fait, je trouve que les décors sont très bien faits. Je sais pas comment expliquer. On se retrouve avec des caméras qui sont de trop bonne qualité. Et donc, du coup, ça fait décor. Et ça aurait mérité un truc sur peut-être un grain, un filtre, un truc. Moi, c'est ce qui me manquait, le grain. Voilà. Où est le grain? En fait, je trouve que c'est trop propre. C'est un truc esthétique, et par exemple,
tout bêtement, j'avais pas eu cet effet-là sur l'amour ouf, par exemple, parce qu'il y avait la photo qui était très jaune à certains moments et tout. Et même si la vie était pas plus jaune à l'époque, bon bah voilà, c'est un effet qu'on connaît de par les caméras de l'époque, tout ça. Et du coup, vu qu'on n'avait pas ce grain, ce truc-là, je trouve que ça faisait trop décor, malheureusement. C'est vrai, ça m'a un tout petit peu dérangé. Moi, ça va pas manquer justement. T'as plein de petits détails qui te replongent dans l'enfance. Pareil, moi, dès le début, quand tu vois les France Inter, les TF1, les Canal+, les coprod avec leur logo des années 80, c'est un truc tout con, mais je trouve que c'est bien. Ça te met tout de suite dans l'ambiance. Moi, le premier Canal+, avec le logo. Le Gaumont et tout, c'est génial. Franchement, ces petits détails, ils sont très forts pour ça. Par contre, je trouve que généralement, la photo, je la trouve un peu random dans leur film. Là, la photo, je l'ai trouvée vraiment cool. Et notamment, les lumières dans cet appartement, l'appartement familial. Il y a des lumières chaudes avec une lumière directive qui est vachement bien foutue. Photo et caméra, ils ont aussi des petits plans. Même des optiques. Ils montent en technicité sans être dans le tape à l'œil, dans le matu, à faire je vais faire un gros plan séquence avec des grues et tout ça. Ils sont pas un grand angle. Ils sont pas dans la surenchère, tout ça, mais c'est léger et c'est souvent bien choisi. Des plans, je me souviens du gamin dans le bus avec beaucoup de flou à travers, j'imagine, à travers un siège ou tout ça, où la moitié de l'image c'est du flou, c'est des choses comme ça. Et c'est très bien pensé et je trouve qu'ils montent en technicité, ce qu'ils n'avaient pas forcément dans Nos Jours Heureux. Ils avaient toujours ce côté. Eux, ils arrivent à croquer les personnages, à croquer l'humanité dans tout ce qui est beau dans l'humain. C'est ça qui c'est une ode à la vie, au vivre ensemble. Ça, ils arrivent toujours à le garder et ils arrivent à rajouter un petit peu de technicité pour rendre le tout un peu plus joli, un peu plus un peu encore mieux fait et ça fait plaisir. Mais tu disais c'est pas pour les jeunes ce film, mais justement je pense que la manière dont il est présenté, filmé, c'est pour aussi s'adresser aux jeunes qui sont habitués à des films de qualité, etc. Parce qu'il y avait des jeunes de 20 ans dans la salle de cinéma. T'avais tous les âges, tu vois, ils peuvent se dire il se passait quoi dans cette génération. Bon, allez, je vais voir le film, comme ça je vais avoir un petit œil là-dessus. Moi, chaque fois que je vais au cinéma, la moyenne d'âge c'est 70 ans. Oui, mais c'est pour les horaires aussi. Oui, mais... Non, mais moi, le truc qui m'a vraiment, je vais pas dire dérangé, mais ça commence à me saouler quand on fait des films d'époque, c'est qu'on a tendance à se reposer sur la musique. Et là, je trouve que c'était encore le cas sur ce film, c'est que tu t'en bouffes de la musique dans ce film. Je crois qu'il n'y a pas. Après, le titre, déjà de base, tu peux pas avoir 5 minutes qui se passent sans qu'on te foute une musique et que ça devient un clip show pendant 30 secondes. Oui, mais alors, il y a des musiques que j'aime bien. Moi, en milieu de film, il y a une scène musicale qui est super. Elle est dans l'appartement. Tu vois. Même un peu plus à la fin. Donc, c'est une séquence musicale où le personnage de Camille Cotin danse sur I'm So Excited, que je trouve qu'on a vu 500 fois, tu vois, pareil dans les films, c'est un peu l'utilisation classique de ce film. Si tu fais un film feel good, il te faut une scène de danse et il te faut de la musique, sinon le feel good il vient pas tout seul. Oui, mais tu peux faire une film de danse, mais évite de foutre la musique qui a déjà été utilisée 500 fois pour ça. Par contre, se ramène dans cette scène le personnage de Louis Garrel, et là il se passe un truc que j'ai fait là ça change, tu vois, parce qu'effectivement on a Louis Garrel qui l'a rejoint dans cette scène. Et il n'y a pas de dialogue, et ça t'explique tout ce qui se passe entre les personnages sans aucun dialogue, c'est super bien fait quoi. Et dans cette scène je trouve qu'on voit bien que les acteurs ils se sont amusés dans leur rôle. On voit que Camille Cotin et Louis Garrel ils kiffent quoi, ils sont en train de se marrer. Et globalement je trouve que tous les acteurs, tous les personnages fonctionnent bien dans ce film, même Pierre Lotin qui joue juste le gardien d'immeuble. Pierre Lotin, il le joue bien quoi. Il le joue super bien. Il est encore dans un rôle de beauf après, tu sais, chez les Tuches. Et là, je trouve qu'il le mène à un autre niveau. Parce qu'il arrive à donner un peu de profondeur à un personnage où t'as envie de lui cracher dessus à la base ou de dire, lui, c'est un con. On le montre on le présente comme ayant pas beaucoup de réflexion. Parce qu'il va répéter la même phrase encore et encore pendant toute la première scène. Non, mais je l'avais déjà vu dans un rôle un peu plus sérieux dans l'affaire Bojarski. Il était déjà très bon dedans. Pareil, il y avait eu en fanfare où il jouait extrêmement bien. J'ai pas vu en fanfare, mais il joue bien. Mais c'est là où il est arrivé dans le dramatique, il arrive à faire le dramatique, et là il est retourné dans le beauf un petit peu dans son premier rôle qu'il a fait connaître, et il arrive à remettre non mais il y a un petit côté un autre niveau en plus quoi, tu vois. Mais globalement tous les acteurs sont super bons. Mention spéciale au petit, le gamin, même le grand frère qui a un petit rôle un peu facile, je trouve qu'il est bon aussi. En fait je pense qu'ils se sont trouvés avec beaucoup de matière au montage, et ils ont dû réussir à trouver comment intercaler ça, ce qui fait que je pense que le grand frère il avait des scènes qui ont été retirées du montage. Il y a des chances, ce qui fait que moi c'est ce que je pense, après j'en sais rien, mais moi c'est ce que je pense. Il y a tout un passage qui dure peut-être une demi-heure où on le voit plus au bout d'un moment. Donc, et c'est vrai que tu te dis, c'est con parce que quand tu regardes toute la famille à la fin du film, on se dit lui c'est vraiment celui auquel il a le moins une scène, on sait pas grand chose de lui. Je trouve que ça suffit ce qu'on sait sur lui. Après ça fonctionne, ça c'est sûr. C'est vrai que ça arrive des fois qu'on lance des thématiques, on lance des enjeux,
et l'enjeu va rester ainsi, et on va t'en reparler genre une demi-heure après, et là tu fais ah oui, c'est vrai que ce truc là, genre la cassette par oui, exemple. mais je pense que ça pour le coup c'était un effet qui était voulu que tu l'oublies, cette cassette. Ouais. D'ailleurs cette cassette qui crée une incohérence, je sais pas si bon, je pense, j'ai pas fait attention. le film se passe en 85 et La ruée vers l'or est sorti en 96. Voilà, je suis spécialiste du cinéma porno, donc c'est une info que pas le je vous donne comme ça. Okay. Ah oui, c'est un vrai film. Ah oui, c'est un vrai film, La ruée vers l'or. Tu connais pas? Ah bah non, excuse-moi, je n'ai pas connu les VHS. Donc il connaît l'année en plus, waouh. Non, ça c'est fort. Ça a traîné dans les vidéoclubs derrière le petit rideau. Non, c'est pas que je connais les par cœur, c'est juste que en sortant du film, je me suis dit, il me semble que c'était pas les années 80, La ruée vers l'or, et en regardant, j'ai fait ah voilà, donc j'ai vu l'année. Du coup, je me suis revu le film et tout. Chef-d'œuvre, hein. Chef-d'œuvre. Non. Mais là, attends, mais du coup, les images qui montent dedans, c'est des vraies images du film. Ah d'accord, ok. Oui, mais pareil, il y a des trucs que je trouve intéressants, même si c'est poser un peu ça comme ça, c'est un peu comment les gens se construisent leur cinéphilie. Je trouvais ça marrant que dans ce film-là, on nous explique que certaines personnes voient des films un peu par erreur ou comme excuse, mais se construisent quand même leur cinéphilie en regardant du cinéma d'auteur, même si c'est pas ce qu'ils voulaient montrer à la base. Mais j'ai bien aimé ces scènes que tu reverrais plus aujourd'hui. Type quand il y a un devoir qui doit être fait et l'information donnée est fausse, mais il peut pas la vérifier parce que Internet à l'époque, etc. Enfin, c'est des trucs qui peuvent plus arriver maintenant. Vraiment. Donc, c'est des gags que tu peux pas reproduire aujourd'hui dans la vraie vie pour des mômes, quoi. Ouais, cette scène est vraiment, je trouve, la plus drôle du film, où le grand frère, donc Ishli Buddish, Klaus. La scène la plus drôle du film, c'est tout ce qui est autour du rabbin, qui est vraiment génial, où ils sont obligés de l'emmener. Ah oui. Ça, c'est génial. Petit enfant très curieux, je l'ai vu regarder partout. Non, puis surtout, comment il amène ça et tout. Mais tu sais qu'au départ, j'ai pas compris. Hein. De quoi? Quand il commence à se poser plein de questions, je me dis pourquoi. Et après, quand faudrait que je vois le rabbin. Voilà, je fais ah oui, d'accord. Okay. Ouais, ça, c'est tellement bien amené, c'est très drôle. J'ai aussi beaucoup aimé ce couple qui a tout. Comme il est filmé, comme c'est raconté, tu te dis mais ils peuvent que divorcer, c'est pas possible. C'est tu vois toute la souffrance, tout ça, et en fait t'es personne. Bah non, en fait c'est un couple des années 80. C'est leur fonctionnement. C'est un fonctionnement, mais tu mets du temps à y arriver. Et je trouve que il le joue avec tellement de justesse où t'es toujours dans ce côté, t'es des fois un peu dans le mal-être, des fois t'es dans le réconfort. Ils sont vraiment au top. Le gars est très bon, mais Camille Cotin, elle est resplendissante dans ce rôle aussi. Dans les petits regards, dans les petites mots, c'est incroyable. Je trouve que ils sont extrêmement forts. Oui, puis il y a toujours une scène dans leur film où cette question de jeu de regard ou de capter un moment qui est en train de se passer à côté. Là, on a cette histoire de les parents qui écoutent aux portes de leur enfant parce qu'ils entendent que leur enfant est en train de draguer quelqu'un, donc ils se mettent à écouter en repensant à leur propre histoire. Ça, c'est intéressant, quoi. Et puis là, ils ont une vraie force pour filmer les visages des personnages à chaque fois. Enfin, c'est super, quoi. C'est tout le temps super. Tu vois beaucoup de complicité. Puis foutre du Cabrel, moi ça me plaît. Voilà, il a foutu la chanson la plus anticapitaliste de Cabrel. Puis, moi, ma place dans le trafic. Pareil, tu disais, alors je suis d'accord que la musique, il y en a beaucoup, mais je trouve que c'est bien amené. Oui, il y a 2-3 trucs connus, mais il y a aussi des petits trucs de derrière les fagots. T'as pas tous les trucs de... t'as quand même 20 chansons, je crois. Moi, j'étais persuadé qu'on allait voir juste une illusion de téléphone à fond. Et finalement, finalement, non. C'est just une illusion de Imagination. Un peu comme dans L'amour ouf, où pareil, t'as beaucoup de musique de l'époque, mais voilà, t'as des petits trucs de derrière les fagots. Là, je croyais que t'en avais énormément. Ah, dans L'amour ouf aussi. Je crois que pendant 20 minutes, mais peut-être toutes les 2 minutes, t'as une chanson qui est prétexte à faire un clip show pendant 30 secondes. Ouais, après, je trouve que ça marche bien. Alors, notamment pour les personnes qui, comme moi, ont vécu un petit peu dans l'époque. Et voilà. Je trouve que c'est un peu facile, tu vois, de nous foutre une musique de cette époque. Et je trouve que c'est facile parce que tu les as entendus 50 fois. Mais c'est à aussi. propos, l'endroit où ils le mettent. Alors que par contre, l'histoire de toute la valise RTL, ça, je trouve ça vachement bien. Tu vois, on nous ramène ça. Le gars, il tient et puis il a dit à son fils, non, mais avant de partir, tu mets le montant sur le frigo et tout. La valise RTL, et en plus, tu te rends compte à la fin du film que c'est pas juste un truc gratuit, mais un truc qui va servir après dans le récit. Ça, je trouvais que ça marchait mieux. Pareil, nous rappeler, tu vois, le truc, comme je disais, touche pas à mon pote. Je trouve ça mieux quand on veut nous rappeler une époque de passer par ces biais-là que tout simplement nous mettre une musique en disant vous vous rappelez? Oui, on se rappelle. Ouais, mais tu vois, moi, ça me dérange pas. La facilité ne me dérange pas intrinsèquement. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est facile que tu dois pas t'en servir. On n'est pas dans le drame social, on n'est pas dans la comédie, on est un petit peu dans tout, n'importe quoi. On est juste dans une sorte de docu-fiction. Une tranche de vie. Docu-fiction, j'irais pas jusque-là, mais. Ah, mais même pas loin. C'est témoin d'une époque et tout ça. Et je trouve que et ça passe, ça coule de source et c'est beau. Ils arrivent à être. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je dis, moi, c'est quelque chose que j'aime pas, mais c'est pas vraiment un truc que je peux reprocher au film, quoi. C'est des goûts. Oui, et puis les tiens. Ouais, ça. Parce que là, on n'a pas la vidéo, mais regardez comment il est habillé. Hein, mais... ne parle pas d'accoutrement avec moi, César. Non, mais pareil, moi, je trouve que c'est pas vraiment un reproche que je peux leur faire, mais
je trouve que ils ont une façon d'évoquer les questions sociales que je trouve c'est un peu on glisse ça, on fait ça simplement, Oui, on l'expose sans vraiment en parler, que ce soit la question du féminisme dans la société ou la question du racisme. Mais bon, vu ce qu'ils ont fait dans Une année difficile, je préfère qu'ils en parlent pas qu'ils en parlent mal. Tu vois. Mais c'est pas vraiment les sujets du film. Moi, j'aime bien justement cette façon de garder son sujet, entre guillemets, qui est cette famille, tout ça, tout en apportant des problématiques sociales que rencontre la famille. Et en fait, c'est bien aussi de pas tout le temps dire dans un film, on va trouver une solution à chaque problématique, tout ça. Ah non, je dis pas une solution, mais je dis pas du problème parce que. En fait, c'était des problématiques inhérentes aujourd'hui, le racisme, c'est terminé. Non, mais voilà. Mais à l'époque, on en parlait beaucoup. Hein. Oui, mais le racisme fait partie du film quand même. Tu vois, il y a toute cette histoire où il y a tout cet enjeu avec le couple d'enfants, enfin l'enfant qui est avec une fille parce qu'elle veut faire chez son père. Oui, mais même, tu vois, on va te mettre des immigrés italiens, on va te mettre. Enfin, c'est qu'ils arrivent à aborder en subtilité le sujet de la femme et de sa carrière et de sa charge mentale, puisqu'on la voit faire un truc et elle répond une vanne bien dans ta gueule. Et pareil, le racisme, il parle de cet événement qui était quand même incroyable à cette époque. Et aujourd'hui, peut-être qu'on en aurait un peu besoin aussi à nouveau de ce type d'événement. C'est sûr. Donc là-dessus, moi je trouve qu'ils arrivent à amener en subtilité des sujets d'actualité. La carrière, la manière de travailler. À la fin, il a une réflexion sur son travail et à se dire est-ce que ça a du sens, est-ce que ça me plaît. Je veux dire, aujourd'hui, les cadres ils sont tous en train de se demander qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Non, moi j'ai juste un petit souci sur le personnage du gamin parce que le gamin, sans trop spoiler, à la fin il arrive à gérer sa problématique, on va dire à gérer son enjeu, sauf qu'il arrive à gérer son enjeu pour tout ce qu'il n'est pas en fait. Surtout que la gamine ta claque au début. Hein, Moi j'aime bien justement qu'ils aient relevé ce genre d'amour que t'as quand t'as 13 ans et qui n'a aucun sens quoi. Elle est pas cool, lui il est censé être cool et quand même ils sont quand même amoureux pour rien quoi. C'est pour ça que je dis moi je reprends des trucs mais c'est des goûts, tu vois, je suis pas vraiment. Oui, puis t'aimes pas tant l'amour que ça. Donc non, alors ça je déteste, sincèrement. Non, mais quand c'est trop gnangnan, moi ça m'énerve un peu déjà. Moi j'aime bien. Sa judéité est un peu esquivée, on n'en parle pas des masses, même si voilà encore une fois c'est. Oh quand même, il y a quelques scènes. Il est juif, le personnage principal. Il aurait pu être, il aurait pu être catholique, il aurait pu être athée, il aurait pu être n'importe quoi. Ça passe aussi. Enfin, c'est pas ça le plus important. Non, bien sûr. Personne n'est mis en avant devant les autres. Il y a aucun exergue. Et... On a envie d'arrêter la haine quand on t'écoute en fait. Le film, la haine. Non, pas celui-là. Non, mais la haine en règle générale. On a envie que ça s'arrête. À quoi ça sert ? En fait, Mathieu, tout ce que je dis de mal sur toi, je le retire. Moi aussi. Même si je le pense, je vais pas le dire. Non. Pour le podcast maintenant, on va se faire un resto. C'est ça. Voilà. Écoutez Gilles d'Or aussi qui a fait une très belle chanson là-dessus qui dit superbe. Qui dit blanc sans le N ça fait black, comme quoi sans N on est tous les mêmes. Mais j'étais resté sur Gilles d'Or, c'est qui ça? Gilles d'Or, un chanteur. On dirait Marc de... il connaît pas Gilles d'Or. Tu connais Gilles d'Or? Mais je connais la phrase, mais Gilles d'Or, c'est qui? Alors vous allez voir, Gilles d'Or, c'est un gars qui a tenté une carrière musicale qui a pas très bien marché. Il continue, je crois. Oui, mais à la base, il a tenté une carrière personnage sérieuse. C'est dans les Mais anneaux. depuis qu'il a 45-50 ans, il a dit vas-y, je lâche tout, je fais des chansons pour me marrer. Je crois qu'il a sorti peut-être 6 ou 7 albums sur Spotify. Bien plus que ça. Ah ouais, même en roue plus que libre. ça. Voilà. Mais c'est un Didi super ou dans le même genre, mais en plus foufou quoi. On apprend des choses, même au-delà du cinéma, c'est incroyable. Donc voilà, bon, je pense que pour finir, on peut dire que vous avez apprécié, moi moins, mais sans avoir rien à reprocher. Oui, voilà, ça, on peut rien lui dire. Est-ce que tu le reverrais? Oui, je pense que je le reverrai parce que de toute façon, je le revois généralement plusieurs fois les films de Nakache et Toledano. Bah voilà. Bon donc t'as pas détesté tant que ça. Non, c'est juste que voilà, il y a des trucs qui m'énervent un peu là-dedans. Voilà. Très bien. C'est pas leur meilleur, mais ça reste du bon, quoi. Oui. Bon je vous propose qu'on passe au As-tu vu? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Là, je parle pendant, je m'en fous. Alors là... mec. T'as qu'à couper les micros. En tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Ça, on le garde. Ah bah alors là... Et donc, je vais vous parler de plusieurs projets qui sont soit en cours de tournage, soit qui ont été annoncés. Un jour noir se lève, parce qu'ils ont lancé le tournage de la suite de Loup-Garou sur Netflix. Ah bon? Oui. Oh punaise. Attends, ça fait longtemps ça, j'en ai plus de souvenirs. Ah bah, non, mais reste comme ça, hein. Des fois l'ignorance. Tu l'as vu toi, Loup-Garou? Non, j'ai pas vu. Et bah reste comme ça. Mais attends, Si, je me souviens juste qu'il y avait une très bonne vanne où il avait une flèche et il l'enlevait et il la remettait dans... Oui, je crois que c'est la seule bonne vanne du film. C'est tout. J'ai vu 10 minutes et j'ai arrêté.
Oui, ils ont donc lancé le tournage et donc cette suite se fera avec Jamel Debbouze, Fred Testo. Oui, c'était bien, vous avez bien aimé? Non, on a détesté. Ah voilà. C'était nul. Oui, je crois que c'était l'avis de tout le monde. C'était le pire de nos 3 saisons de podcast. Ah non, je pense pas quand même. Franchement, il y a Minecraft. Hein. Mais comment ils ont fait pour Il y a convaincre Minecraft, mais... Comment ils ont fait pour convaincre le casting là? Parce que c'était nul, mais ça a marché. Alors ça a marché, et non seulement ça a marché en termes de nombre, mais dans plein d'autres pays, ils ont apprécié. Ah ouais, ok. Ça, c'est un truc que tu vois globalement. Parce qu'ils l'ont mis en VF. Ils regardaient juste les images. Parce qu'on voit que globalement, quand des films français sortent, quand un film français est détesté, par contre, il est détesté en France, mais dans les autres pays, il est plutôt bien apprécié. On avait aussi le cas de Sous la Seine, Sous la Seine, qui était globalement apprécié à l'international. Ouais, mais Sous la Seine, ça avait quand même rien à voir. C'était pas si mauvais. C'était pas, enfin, je sais pas. C'était pas aussi. Oui, enfin, c'était un film d'action basique. Sous la Seine, c'était mauvais, alors que Loup-garou, c'est vraiment ignoble. Hein. Et est-ce que les Français, ils sont pas un peu c'est très mauvais, je vais aller regarder si je trouve ça vraiment mauvais. Ah aussi, oui. Je pense que ça peut faire regarder. Est-ce qu'il n'y a pas le côté que les étrangers ont très mauvais goût? De manière générale. Les étrangers en règle générale, oui, bien sûr. Là, dans ce film, d'ailleurs, dans cette suite, le seul personnage qui était présent dans le 1 et qui revient, c'est Jonathan Lambert, qui jouait un prisonnier du cachot, là, une fois. Donc, c'est la première mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer. Il y en a d'autres. Oui, enfin, après, ça dépend comme vous le voyez. Comme suite, on a le tournage de Zelda qui a fini fini. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, tu vois, il y a des gens qui l'attendent au tournant, ce film. Est-ce que toi, en tant que fan de Zelda, quelle est ta position? Je suis pas fan de Zelda, j'en ai pas fait 50, mais j'attends de voir après. J'ai vu très récemment que Nintendo pouvait faire de la merde aussi. Donc je l'ai toujours pas vu. Est-ce qu'il y a déjà eu des adaptations films de Zelda? Non, mais c'est du live action. Ouais, c'est du live action. C'est ça, ouais. Non, mais parce que. Réalisé par Uwe Boll. Non, pas Uwe Boll. Wes Ball. Uwe Boll, non. Wes Ball. Après... Donc, il a fait un film dont t'aimes parce il avait le labyrinthe, le premier. C'est très bien, le premier labyrinthe. Et non, mais moi, je demande à voir. Il y a déjà une histoire très très cool, quoi, l'histoire de Zelda à la base est assez chouette. L'histoire d'un mec qu'on appelle comme une princesse, super. Mais non, il s'appelle Link. Zelda. Ouais, c'est Link. Oui, c'est pour ça. Zelda, c'est l'histoire d'un mec qu'on appelle comme une princesse. Ouais, tout le monde l'appelle Zelda. Que ça revienne en vanne pendant tout le film. Mais c'est pas moi, Zelda, arrêtez. À côté, alors, on a le biopic de Michael Jackson qui est sorti il y a quelques temps. Et là, ils ont annoncé un biopic de Snoop Dogg. Ouais, j'étais très surpris. J'ai dit, bon, Snoop Dogg évidemment est producteur. Oui. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que vous allez le voir, celui de Michael? Je pense non. pas. Non, parce que c'est la même équipe que pour Bohemian Rhapsody, que je vais détester. J'ai pas vu Bohemian Rhapsody, mais je pense que je vais peut-être y aller pour curiosité quand même. Mais... Non, je pense que je vais critiquer sans voir, moi. Ok, voilà. Bon, super. Ouais, c'est aussi pareil. Ouais. Un gars qui a un parc d'attractions ne peut pas être méchant. Hein. Il y a un moment, je suis désolé. Bolloré, il a pas un parc d'attractions quelque part? Le Puy du Fou. Non, c'est pas... Voilà. Là, je vais parler d'un film où je pense qu'il n'y a que moi et César qui l'avons vu. Ils nous ont annoncé une suite à un film qui est sorti dans les années 90, je crois, ou fin des 80. Tu fais deviner ou pas? Non, parce que je pense que vous ne l'avez pas vu. Si je te dis un film de sorcière avec Sandra Bullock et Nicole Kidman. Bah, c'est... Kraft. C'est pas un truc avec Kraft? Non. C'est Les Ensorceleuses. Voilà. Tu connais? Ouais. Bah oui, parce que ça c'est vraiment notre génération. Ok. Et donc, ils ont sorti, mais ils l'avaient même pas annoncé, ils ont sorti direct la bande-annonce de tiens, on fait une suite Les Ensorceleuses. Alors, premier truc, qui attendait une suite aux Ensorceleuses? Parce que c'est pas un film qui a tant marché que ça. C'était bien ou? Bof. Ouais. Quand t'étais ado, ça passait, quoi. Voilà. Ouais. Quand il pleuvait le dimanche. Les Ensorceleuses, très résumé, c'est l'histoire de deux sorcières, deux sœurs, qui sont liées par une malédiction, où on dit qu'il y a une jeune, elle pourra jamais trouver l'amour, parce que si elle se met en couple avec quelqu'un, il mourra. Voilà, dans tous les cas. C'est le cas parce qu'au début du film, elle se met en couple avec quelqu'un, elle l'aime beaucoup, et il va vraiment avoir une mort un peu à la destination finale, mais façon Disney. Mm-hmm. Et donc elle se retrouve avec elle, qui est Sandra Bullock, qui est une sorcière qui essaie vraiment vite de façon plan-plan, même pas utiliser ses pouvoirs, et à côté sa sœur Nicole Kidman, qui elle vit pleinement sa vie de sorcière. En gros, c'est ça. C'est jouer sur la dynamique des deux sœurs qui ne vivent pas de la même manière leur vie de sorcière. Donc la bande-annonce, j'étais un peu... Ouais, j'étais très surpris parce que bon, voilà, c'est un bon exemple. C'est pas un film dont beaucoup de gens se rappellent. C'est un film qui est un peu passé comme ça. Donc, c'est marrant de faire une suite. Ils auraient pu faire un revival plutôt, parce que le pitch, il a l'air sympa. Ouais, ils auraient pu faire un reboot, ouais, c'est vrai. Bah là, je sais pas pourquoi. À part tenter une fame un peu étrange. Très bien. Avec quelles actrices Ah, les mêmes. C'est Nicole Kidman et Sandra Bullock qui reprennent leur rôle. Ah ouais, ok. Elles se font un kiff comme ça. Ouais. Oh, il y a peut-être eu un bon chèque aussi là derrière. Hein. Après, Sandra Bullock, je crois que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hein.
Bon, la dernière fois, c'était détective, je sais plus comment elle s'appelle, la Miss Détective. Miss Détective, non, elle a fait d'autres choses. Pour attends. moi, certainement, mais Attends, mais Attends, mais Sandra Bullock, elle est dans le truc où elle voit Moi, pas. je crois que c'est Ah, Gravity. rappelle Gravity. Je crois que Mais c'est la Gravity, dernière c'est- fois que je l'ai vu, Gravity. Mais Gravity, déjà, c'est le retour de Sandra Bullock au premier plan. Ouais. Oui, c'est ça, mais elle a refait plusieurs films après. Certainement. Moi, je te dis, c'était. Gravity, ça commence à faire plus de 10 ans là, donc. Ah, oui, ok, Je crois que ouais. ouais. Ouais, Voilà. facile. Et en termes de bandes-annonces qui sont sorties, j'en ai deux. J'ai déjà le film, on en a beaucoup parlé, Evil Dead Burn, le prochain film de Sébastien. Follin. Non, Putain, mais il est vieux Sébastien Follin, mais c'est vieux Sébastien Follin. Alors, si je me rappelle bien, c'est le C'est le dernier grand frère de Mathieu. le dernier présentateur de Vidéogag. Vidéo gag. Ah ouais, Putain, j'avais j'avais oublié Sébastien Follin. putain, J'avais c'est c'est vieux, Sébastien Follin. C'est aussi un faux Hanouna. Non, c'est Ouais. Sébastien Van Isek qui avait réalisé avant. Les araignées là. Voilà. C'est pas Vanitschek Ouais, peut-être Vanitschek, parce que Ouais, il me semble. Il y a un accent accent, mais circonflexe à retourné. l'envers. Donc Vanitschek qui avait réalisé avant Vermine. Vermine. Voilà. Donc là qui réalise la suite. On sait pas vraiment comment se place ce Suite film par ou rapport à la reboot. saga. Ouais, voilà. Ouais. Donc Evil Evil Dead. Dead Burn, et il montre une bande-annonce qui est plus un teaser qui est plus je pense une scène dans le film, parce que c'est 1 minute de plan séquence. Et ça a l'air super. Si vraiment C'est le vrai film est comme ça a l'air génial. Par contre, ça a l'air très violent. Hein. Là, à côté, Vermine, c'était gentil. Hein. D'accord. Ah, trop bien. Parce qu'en gros, la bande-annonce te montre le plan séquence te montre une fille qui essaie d'échapper en rampant à quelqu'un pendant que le tueur est en train de tuer littéralement tout le monde qui est dans la pièce. Evil Dead, c'est bien cette fameuse saga où le 1 et le 2 n'ont rien à voir. Le 2 Le est plus 2, une relecture du 1. C'est de l'humour, quoi, globalement. Ouais. À partir Et- le 1, c'est pas vraiment de l'humour. À partir du 2, un peu plus. Et le 3, c'est vraiment n'importe quoi. Mais C'est du coup, humoristique. L'armée des ténèbres. Mais L'armée du coup, des là, il est ténèbres, parti c'est dans un génial. truc sérieux après. Ouais, ouais. Ok. Ce qu'il avait déjà Le fait premier, celui c'était de... un peu sérieux. Enfin. Oui, avec un petit peu d'humour. Ouais. Le mec, il est en mode je vous fais peur, je vous fais rire. Je vous Ouais, fais peur, c'est- ouais, ça. je vous refais rire. Ah bah Sam Raimi, c'est son délire. Ah, mais c'était. Mais ça déjà, m'a été le Evil Dead qui était sorti en 2011 était un Ah, je l'ai pas vu. torture porn. Moi, je trouve ça insupportable à regarder. Mm. Donc, c'était vraiment, là, il y avait vraiment plus une once d'humour dans ce film. Là, je sais pas dans quel ton va se jouer ce film, même si le plan séquence qu'on nous montre a l'air assez sérieux. Alors là, l'humour, il est pas très présent non plus. Ouais. Et donc, ce film sortira le 8 juillet. Dans quelques temps, quoi. Ok. Super. Bon, à mon avis, ça peut être un épisode de podcast. Hein, Ah, ça peut. Alors, Chaque avec fois qu'on lui- dit ça, on le fait pas. Avec lui, peu de chances qu'il aille voir ce genre de film. Non, ça dépend. Allez, on Parce que ira je ensemble, te tu dis- me tiendras la main. Je te dis, il est d'accord, parti pour être interdit au moins de 16 ans. Hein. Bah, et bah, alors, j'ai t'auras pas le droit d'y aller. J'ai un peu plus, hein. Et Et comme moi, je der- me désinvite du coup. Oui, bah oui. Non, mais pas sûr que j'y aille, ouais, effectivement. Et comme dernier film, alors ça, je sais pas si, dernier film, je sais pas si vous vous rappelez, on parle, ça fait 5 ans peut-être, qu'on parle de ce film, le film Coyote versus Ah oui. ICMA, qui Oui. est dans les cartons depuis 5 ans, qui est revendu et tout, parce que personne ne veut le sortir. Je crois que c'était d'abord à la Fox, qui a essayé de le vendre à d'autres trucs, c'est revenu à eux. Il a enfin dévoilé sa bande-annonce. Donc voilà, c'est l'histoire de Coyote qui, à force d'utiliser des outils qui marchent pas, se met à attaquer la société qui produit les pièges avec lesquels il essaie de Acme, capturer. Tu te dis quoi Acier. Ah, c'est pas un acronyme? Moi, j'appelle ça Acme. Ah ouais, on peut dire À Acme, hein. l'université Acme, les tous sont diplômés. Et nos profs faisaient rire déjà depuis 1933. On était gentils et un peu barge aussi. T'es sûr que t'as une copine, toi, hein? Oui. Tu sembles avoir passé beaucoup de ton temps seul, quand même. hein. Ça, c'est les Looney Tunes. Non, non, Les non. Tiny Non, Tiny Toons. C'est même pas les Animaniacs, ça, ce que tu chantes? Ah, non, les ça- Animaniacs, c'est autre chose. Non, c'est les Tiny Toons, Tato et je Yako, crois. je suis ta petite sœur. Pour égayer les studios, on a joué les agitateurs. Comme ça n'a pas beaucoup plu, ils ont bouclé les Warner. On s'est enfui et nous voici tout ça, pour le c'est plus grand faux. bonheur. Voici les Animaniacs. Maniacs. Nanana. Et Bill Clinton joue du sax. Voilà. Et du coup, c'est Acme. Ils appellent ça Acme. Alors, je sais Bah, pas on comment va ils disent dire Acme, en hein, anglais. Par contre, le président donc de ce groupe, qui va être donc en procès contre Coyote, est joué par John Cena. Oh, John Cena. John Cena qui joue. John Cena. Alors, super. alors par contre, pour avoir vu la bande-annonce, bon bah voilà, c'est comme dans les Looney Tunes débarquent ou Roger PGM ou Roger Rabbit, donc c'est Oui, ils c'est essaient de moitié-moitié, mêler ouais. des live action avec des éléments, et là ça a l'air de très très mal s'intégrer. Ah, Au trop visionnage, bien. Ça va être trop bien. Ah, regarde Roger Rabbit, hein, Franchement, voir si ça Bibi- s'intègre bien. Oui, mais en fait, je pense que le côté dessin animé fait que ça s'intègre mieux, parce que là c'est de l'animation. Et Ah, là, ça a oui. l'air de, c'est Ouais, ça qui d'accord, pêche ouais. le plus. Mm. Tu vois. Mais après, bon, peut-être que les effets spéciaux, j'ai envie de dire, peut-être que les effets spéciaux sont pas finis. En même temps, le film est censé être fini depuis 5 ans. Donc, on verra. Oui. Ah, moi, ça me dit bien, ça. Ouais, franchement, Ouais, Billy non, mais ça- Coyote, moi, c'était vraiment Ouais, des ouais. Warner, c'était mes personnages préférés, mais de loin. Ah ouais? J'adore. Ah, mais carrément. Ah, mais, Ok. dans les 5 cartoons de l'époque, hein, Mm. Philippe Dana, je t'aime. Oh, c'est vieux ça. Ah ben bah oui, je suis pas tout jeune. Et ben moi, On c'était mon moment. c'est Le Sébastien dimanche soir, Follin, on a ça plein de- cartonne. Oh là, alors ça, Sébastien Bibi Follin, c'est Coyote, le titre de l'épisode, c'était hein, je te trop le bien.
De quoi? C'est le titre Je de disais quoi? Sébastien Follin, ça va partir du titre de l'épisode, c'est sûr. Bah, peut-être même qu'il va s'appeler que comme ça, l'épisode. On a rencontré Sébastien Follin. Si tu nous écoutes, viens faire un épisode. On a fait le tour des projets en cours ou des bandes annonces qui sont tombées. Super, bah c'était bien, hein. Super, Dites-le, génial. c'était bien, dites-le. Allez, petite pizza, 4 fromages. Mais non, parce qu'avant... Bah écoutez, je vous propose qu'on passe au jeu. Wouhou! Yo. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, Pour une fois, ça Au fait sort longtemps, d'équipement. c'est Mathieu qui a fait le jeu d'aujourd'hui. je vous préviens tout de suite. C'est de la merde. Vraiment, mais vraiment. Alors, il va falloir que je mette du contexte. J'avais oublié. J'étais dans le train. J'avais oublié. J'étais dans les toits J'ai du fait train. ce jeu hier soir en me disant oh, ça doit être cool. Je l'ai réécouté, ça ne va pas du tout. Ah, parce qu'en plus, c'est un truc audio. Il est Réécoutez. vraiment. Non, mais je vous préviens tout de suite. C'est lâcher des Il est flûtes. nul et il est impossible. Ils nous Voilà. refait ça, ils nous refait les morceaux de cette flûte. Il est non seulement nul, mais en plus impossible. Alors attends. Trop bien. Tu nous vends du rêve. Grave. Ne sous-estime pas non plus. Tu, hein. tu m'étonnes qu'il arrive à signer aucun contrat s'il vend ses projets de la même manière que le jeu. On Bah, va- tu dis ça, moi, le jeu que j'ai fait il y a 2 semaines, c'est aussi ça. Hein. Moi, je l'ai fait en catimini. Après, en plus, il trouvait hyper facilement. Je me suis dit, bon, bah, le jeu va durer Le vraiment. Catimini, c'est le maillot de bain en 2 pièces, là? Alors, j'ai volé ce jeu. Ah. Peut-être connaissez-vous le podcast Un bon moment de Kian Kojandi et Ah oui, et d'accord, Navo. je sais, d'accord. Oui. Ils font un jeu qui est super qui s'appelle le Multi-Blind Test. Ouais. Et l'horreur. le principe, c'est que vous devez deviner les musiques. Il y en a 3 ou 4 en même temps? C'est ça. Là, il y en a 10. C'est même pas eux. à la- En même temps. Sauf que ce ne sont pas des musiques, ce sont des bandes annonces de films. Donc je me suis dit hier soir, ça doit marcher. Ça ne marche pas. Mais on doit trouver quoi à la fin? On est d'accord qu'on peut faire comme dans un bon moment, c'est-à-dire qu'on peut les éliminer une par une. Oui, je vais D'accord. les. Parce que c'est sinon, pour ça serait une horreur. C'est pour ça que j'ai fait ça sur un logiciel de montage. C'est histoire de pouvoir les décocher petit à petit, Ouais. les muter. Première question. Est-ce que, en termes d'éventail de films choisis, t'as pris un large éventail Non, ou t'as de toute façon, pris un il y a thème, forcément un un soit truc Il y a un Jurassic thème. Park ou Harry Potter. Il y a un thème, et quand vous aurez compris quel est ce thème, On va aller plus vite. ça ira plus vite d'un coup. Ok. Les films que Mathieu aime. Sachant qu'il n'y a C'est bien, que- ça va être précis. il n'y a que des films anglais et tout est en VO. Oh putain, le bâtard. Mais t'es vraiment Monster bâtard. Ah la vache, attends, je vais te baisser là, je vais te baisser. Donc comme je l'ai dit, vous devez trouver le nom du film et à chaque fois que vous le trouvez, je l'enlève. Donc ça va devenir logiquement de plus en plus facile. C'était trop compliqué de trouver des bandes annonces en français ou Oui. J'ai essayé, sachez que j'en trouve 2 et après c'est impossible. Voilà. Ah donc toi-même t'es Ah oui, non, mais je vous dis, ce jeu est un scandale. Mais allons-y quand même. Hein. Vous êtes prêts? Bah écoute, Ça on a va pas trop piquer le les choix. oreilles, hein. hein. Bah je l'ai baissé. Hein. On Il y a essaye. quand même 10 pistes en même temps, mais allons-y. MGM. Oui. Mad Max. Il est aussi. Oh, c'est une horreur. Il y a Rocky. Harry Potter. Rocky. Il y a Harry Potter, c'est sûr. Parce Il y a- que c'est Mathieu. Mais il y a Alors, Rocky. Il y a Je Harry vous- Potter. je J'avoue, vous- on aurait Ah, dit- c'est on- Creed. C'est un peu compliqué. Il faut que vous me disiez lequel. Ah bah Rocky c'est 3, wow. c'est Rocky. C'est Rocky 3, bien joué. Voilà, et Harry Potter 1, Harry Potter 2. On va tous les faire. Hein, C'est Harry Potter 3. C'est le Bon. 3. C'est que des 3. Ah, c'est ça. Donc déjà on peut dire 3. Donc il y a Matrix, est-ce il y a Matrix 3 à mon avis. Calmez-vous. Est-ce qu'il y a 3 avec. Attendez, Brad Pitt? vous m'avez dit Rocky 3, je Ouais. l'enlève. Ouais. C'était. Et Harry Potter, le Harry prisonnier Potter d'Azkaban. et Azkaban. Voilà. Azkaban. Azkaban. C'est les deux que j'avais trouvés. Là maintenant, c'est terminé. Matrix Revolution. Star Wars 3. Retour vers le futur. Retour de la futur Il y a 3. Retour vers le futur 3 qui est quelque part. Mais en fait, vous le faites au hasard là. Vous laissez... Ah bah oui, bah j'allais pas dire. Marty à la DeLorean. Non, parce que c'est en VO. We gotta get it back. Il y a un moment il dit Marty, ça. to the DeLorean. We gotta get her back. Il dit ça à un moment. Donc, Ah ouais, Bah écoutez, je vous fais écouter la suite. Hein, voyez si vous en trouvez un. Mais tu nous l'enlèves quand même. J'en ai enlevé. Alien. Il y a un Stromon. Il y a Alien, Il non? n'y a pas Alien 3. Romance. Ouais, Retour au futur. Ouais. Il y est là, Retour au futur. Oui, mais vous l'avez déjà dit, Retour vers Ouais, le mais futur. tu Ouais, l'as mais pas là, enlevé. on l'entend encore. Ou Star Non. Wars. Star Wars, C'est vous entendez. Jurassic Park. Non, on l'a déjà enlevé. C'est pas ça que vous avez entendu. Ah ouais? Non. Ah oui, Indiana Jones. Indiana Jones. Ah. C'est ça. Ah. Indiana Jones 3. Il y a ça. Il est super ce jeu en fait. Ah, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Mais on va devoir. Ah Ah, il y a Star Wars, il y avait un sabre laser.
Il n'y a pas Star Wars. Il y a un truc avec des boutons Oui. de l'espace un peu. Des boutons de l'espace. Star Trek. Un peu en méprisance. Oui, ça c'était en Bah non, Il y a pas 3. Ah, Thor. Non. Non, c'est un film de combat, ça, non Alors, des fois, les musiques n'étaient pas les musiques du film, mais et en c'était plus. vieilles bandes annonces qui les utilisaient. Ça c'était dans Téléfoot aussi. Oui. Ouais, Téléfoot 3, bien joué. Derivatrix 3. Non. Ah oui, ça c'est un film avec Harrison Ford. Il y en a un qu'on entend énormément. Là, on vient. Il y a un concert, il y a Il y en a un qu'on entend énormément. avec un. Die Hard ? Non, il n'y a pas de Die Hard. Il y a un Die Hard 3. Oui, Il y a Die Hard 3. Bien joué. Il me semblait bien avoir entendu. Il Bruce vous en Willis. reste 5. Putain, Pas mal. tu peux nous remettre du début ? Bah On non, va bah pas à la attends. fin là ? Attends, on arrive au climax là, des bandes annonces, là, c'est plus important. Avec la Ouais, bah, punchline qui va alors, je vais arriver. devoir m'arrêter au bout d'un moment parce qu'il y en a une. Dans ton cul. Ah non, il y a un Jurassic Park que j'avais oublié d'enlever. Ah. Donc vous avez trouvé Die Hard, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, Retour vers le futur et Rocky. Ok, c'est Il en pas reste mal déjà. quatre. Il Hein. reste 4. All you got to do is jump. Ouais. Take this, all you gotta do is jump. C'est une horreur. Pirates des Caraïbes ? Non. Oh là là là. C'est bien, hein? Putain, il y a une musique d'un film super là depuis tout à l'heure. Dragon ? Fast and Furious. Non. Ah merde. Non. Hunger Mais Games. tu regarde, take that, all you gonna do, All you gotta do is jump. jump. Alors pour moi, ça c'est Matrix, mais c'est pas Matrix. Ouais, parce qu'ils l'ont ouais, déjà c'est dit. ça. Je vais reprendre du début. Who are we? Transformers. Oui, Transformers 3. Who are we? C'est pour ça qu'il disait qu'il y avait une putain de musique. Mais en fait, depuis tout à l'heure, elle dégueule sur tout le reste. Donc c'est Ah, ça impossible c'est d'entendre le le bon mot. reste quand Ça tu gueules. dégueule, c'est pour ça. Il y a du Transformers 3. Ah là là, C'est bon. c'est Donc dégueulasse. Dark Side of the Moon, je crois que c'est ça. Non, ça c'est Pink Floyd. C'est ça. Ouais, enfin, la version de Michael Bay est quand même meilleure, mais bon. C'est pas une compétition. Est-ce que tu as un objet contondant que je puisse lui balancer dans la gueule? Je pense que t'as pas besoin que ce soit contondant pour ça. Je pense qu'il vous reste les 3 plus difficiles. Ah la vache. Des C'est que 3 C'est que des 3. Ah, Scream. No one. No one. Ah, c'est une femme. To monitor extraterrestrial activity on Earth. Monitor. Supposed to be north of Canal Ah, Men in Black. Men in Black 3. Tu Putain, mais en monitor. plus il a pris le pire. Monitor. Ah oui, c'est vrai. Non, mais... Extraterrestrial Life on Earth. Ok, ouais. Ah oui, ça c'était Tom Jones. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Tom Jones, c'est le chanteur. J'ai un ami, je vois. Ça me texte. Sex Bob. Bon, allez, plus que 2. Avatar. The story continues. Will Shrek become the new Shrek. Il y a Shrek 3. Shrek. Story Bah c'est bien, ils en restent plus qu'un comme ça. Et il y a Tala, il y a des gars, il y a des gamines, un truc un peu. C'est Ouais, peut-être ouais. C'est un Hunger autre Games film d'animation. Non. Really? But he's a hero, a war hero. This is peacetime. Ah oui, c'est bon, Dark Knight. Dark Knight Rises. Vous avez tout trouvé, bravo! Bravo! Alors, franchement, je ne pensais pas. Bravo à vous. Bah, c'était pas mal. c'était usant et ça va être un enfer à monter parce qu'on a dit Ouais. quand la musique passe, on n'entend plus nos voix. Ça fait mal à la tête. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Et bah, je suis content d'avoir pris que des 3, du coup, ça a bien simplifié la tâche. C'est toi la tâche. Et je l'ai pris exclusivement pour mettre Transformers 3. Que vous le sachiez. Je vous rappelle qu'à la base, on a fait un épisode où tu peux parler de Transformers 3 et à la base, on l'a mis en opposition avec Battleship. C'est vrai, c'est un vieil épisode qui date de plusieurs années. On vous invite à aller l'écouter. Un super épisode où à la fin, tout le monde comprend que Battleship, c'est quand même vachement mieux que Transformers. Pas compris la fin. Non, c'était pas la fin, faudrait que tu le réécoutes. T'as pas compris la fin. Moi, j'ai pas écouté. De toute façon, quand Mathieu parle, moi, ça fait un. Allez.
Eh bien, c'est la fin de notre épisode. Tout à fait. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et après ce brouhaha qu'on a. Exactement. Si vous êtes là, franchement, bravo. Super. Bravo à vous. Et puis, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @cbb_podcast. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Au revoir, et Perassi. Putain, c'est pas possible. Et avec l'accent en plus. Hein.